Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler MotoGP. On va revenir sur le Grand Prix du Qatar. Première épreuve de la saison 2022 de MotoGP, qui est en contrat 21. On va revenir sur la course de jour. On va parler du bilan des Bleus. On fera les tops et flops dans le bilan des Bleus. Je parlerai un petit peu de Tech 3 rapidement en toute fin de bilan des Bleus. On aura également la note du Grand Prix. Et puis, on reviendra sur cette course. On n'avait pas fait de vidéo MotoGP depuis décembre avec les fins de saison, les bilans de fin de saison qu'on avait fait en décembre. Donc là, on reprend la saison sport mécanique. On avait fait un petit peu le rallye du côté de Monte-Carlo. J'ai pas eu le temps de faire de rallye de Fun, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Donc, j'allais pas débriefer une course que je n'ai pas eu le temps de regarder. Et donc là, on attaque le Qatar et puis on fera également la Formule 1. Est-ce que je ferai une vidéo des bilans des essais de pré-saison? Je ne sais pas. Ça sera la grande question. J'en ai pas fait pour la MotoGP. Parce que j'ai pas tout suivi en direct au moment des essais de pré-saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la course des Français. Vous pouvez me dire également votre note, ce que vous avez passé de ce Grand Prix, la note de votre Grand Prix du Qatar à vous. Et puis on commence tout de suite. Course intéressante, mais qui est intéressante parce qu'on a appris plein de choses sur ce qui risque de se passer sur le reste de la saison. Pas forcément que le Grand Prix a été très spectaculaire, hein, c'est absolument pas le cas, mais le week-end a été riche d'informations et d'enseignements, notamment avec Yamaha, notamment avec Ducati, mais pas seulement. On a vu une très bonne KTM, Aprilia a l'air d'être pas mal, Suzuki a l'air d'être intéressant également. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations sur cette course. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que la saison ce que je peux déjà dire, c'est que la saison va être très serrée. Quand vous regardez le résultat des qualifications, quasiment sur toutes les séances libres, les 20 premiers se tiennent en moins d'une seconde. Donc déjà quand on a ça, on se dit ça va être complètement fantastique, elle va être dingue cette saison. Je pense qu'il va falloir être constant, il va falloir marquer des points tout le temps, mais par contre aller chercher la victoire à tout prix, je ne suis pas sûr que ça ait un intérêt, tellement je vois KTM est performant, Aprilia est performant, Bastianini est performant, Pramac qui vont pas se rater non plus tout le temps. Ça va être très intéressant pour la saison et il y a vraiment des choses qui vont être très sympathiques. On a surtout des très bonnes motos avec des teams qui sont bien préparés parce que même les petites équipes sont pas si loin que ça. Je dirais, à part l'équipe satellite Yamaha qui me semble vraiment pas au top au niveau le départ de Petronas a un impact forcément dans cette équipe. Puis il y a quand même eu un gros remaniement pendant l'intersaison. Mais j'ai l'impression que partout, on a reprofessionnalisé ce qui devait l'être. On a amélioré ce qui devait l'être. Et c'est très intéressant. Je pense également à Honda, qui a amélioré énormément sa moto, qui a fait une révolution chez Honda, qui est quand même assez exceptionnelle. Donc cette première course a été intéressante de ce côté-là, au niveau de la densité en qualification, parce qu'on a eu des qualifs très serrés. Par contre, c'est vrai qu'en course, les pilotes ont été plus calmes que d'habitude pour une première course de la saison. Ça n'a pas été le cas en Moto 2, je crois, et en Moto 3, je n'ai pas encore vu les courses. Mais en MotoGP, ça a été assez calme. Est-ce qu'on fera des bilans en Moto 2 et Moto 3 cette année ? Je ne pense pas parce que j'ai pas la fibre. Mais peut-être que si, mais alors ça serait des débriefs plutôt courts. Mais je suis pas sûr. Si je vois que ça prend trop de temps, je le ferai absolument pas. Peut-être pour certaines courses, peut-être, mais je sais pas. Je sais pas pour le moment pour les débriefs Moto 2, Moto 3, comme les débriefs F2, F3. C'est si j'arrive à décrocher du temps, vraiment. Et j'arrive à les faire assez rapidement. Je voulais faire également un point sur le départ de ce Grand Prix. Alors, on a vu pendant l'intersaison des départs de motos comme des dragsters avec les nouveaux systèmes de launch control qui bloquent la fourche avant et également la suspension arrière. Beaucoup de motos toutes les marques maintenant ont un launch control quasiment à l'avant à l'arrière. Le problème, c'est qu'on a vu qu'on est quand même passé pas loin de la catastrophe pour Jorge Martin au départ de cette course parce que les motos arrivent tellement rapidement à 200 km/h avec ces nouveaux systèmes de launch control qu'elles sont très sensibles au niveau des accélérations et surtout
comme les suspensions sont absolument compressées pour améliorer au maximum la motricité, une fois que vous partez de votre ligne, vous êtes complètement passager de votre moto. Sur les phases des départs, on a vu, Martin, il est complètement passager de sa moto. Je trouve que c'est très dangereux. Je pense qu'il va falloir limiter l'apport des launch control, limiter la compression des suspensions, parce que là on a bien vu, Martin, il ne pouvait absolument rien faire sur sa machine, ce qui je trouve est très dangereux, surtout dans la phase de départ. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir de catastrophe. Mais voilà, le départ de Jorge Martin vraiment m'a inquiété énormément avec ce système de launch control, ces systèmes de launch control qui sont de plus en plus avancés. On a vu des images pendant les essais privés vraiment de départ assez ahurissants de l'extérieur, qui sont assez exceptionnels. Je précise également que les vidéos, contrairement à certaines chaînes YouTube sur la chaîne, ne feront pas que 10 secondes. Non, moi je déconne, mais ça m'énerve, vous savez, je critique souvent Di Piero, mais c'est des autres vidéos qui durent 10 minutes à peine. Un Grand Prix, c'est long, c'est pas simple à expliquer. Et je pense qu'il faut l'analyser en profondeur, et pour l'analyser en profondeur, ça prend du temps. Donc les vidéos, comme sur la chaîne, toutes les vidéos, je fais rarement des vidéos qui durent moins de 20 minutes, je prendrai mon temps pour analyser ce Grand Prix du Qatar. On commence par la note du Grand Prix, j'ai décidé de mettre 13 sur 20. C'est un Grand Prix qui est intéressant, c'est un week-end qui est intéressant. Vous savez, quand je note le Grand Prix, je note le week-end de course en général, donc que ce soit les qualifications, les essais également. J'ai préféré les qualifs et les essais à la course. C'est vrai que la course n'est pas hyper passionnante, mais je mets 13 sur 20 parce que voilà, sur le week-end globalement, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. J'ai trouvé que les qualifications étaient très serrées, qu'on a eu une belle Q2. Moi, j'ai bien aimé la Q2, il y avait pas mal de suspense dans cette séance de Q2. Il y a un beau vainqueur de Grand Prix aussi, c'est vrai qu'il y a une belle histoire autour de Fausto Gresini. Et puis il y a eu quand même pas mal de rebondissements pendant la course, même si la course n'était pas incroyable. On a eu la chute de Jorge Martin et de Bagnaia. On a le retour de Johann Zarco de l'arrière du peloton. On a également Nakagami qui revient pas mal de l'arrière en fin de Grand Prix. Et puis Espargaro qui a un peu du mal en fin de course pour l'Espargaro. Donc voilà, ça a été quand même un Grand Prix intéressant. Pour moi, c'est un Grand Prix qui fait le taf. Donc c'est un Grand Prix auquel je mets 13 sur 20. Il n'a pas de chance, il arrive aussi en tout début de saison. Donc forcément, peut-être que dans 2-3 mois, on se dira « Bon, putain, c'était quand même un sacré Grand Prix, le Grand Prix du Qatar ». On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Johann Zarco. Johann Zarco qui a eu un week-end sur courant alternatif, perdu dans les réglages de vendredi. Mais vraiment, c'est-à-dire que la moto n'avançait pas vendredi. 18e de la première séance, qui est 17e de la première séance, qui n'est pas vraiment très représentatif au Qatar, parce qu'on sait que les séances du matin, comme la piste est très chaude, c'est très difficile de faire des très bons chronos, mais également en difficulté l'après-midi avec cette fois-ci le 18e temps. Le vendredi, il était vraiment pas dans le coup, il était à plus d'une seconde des meilleurs temps, et puis on sentait qu'il était complètement perdu, assez désabusé. Et puis la journée du samedi, ça va mieux. Vraiment, on sent que les réglages, notamment les réglages courses, il fait le meilleur temps de l'ESEL4, c'était vraiment pas mal sur ces réglages courses. Dommage en qualification, vraiment, il passe sous le drapeau jaune et puis ça se joue à pas grand-chose à ce moment-là. Bon, après, c'est le jeu, on sait que c'est la règle, donc c'est dommage pour Johan. Et puis dommage surtout son départ qui est complètement raté, mais comme depuis l'année dernière, vraiment depuis qu'il est chez Pramac, il n'a pas fait un bon départ de la saison. Et puis il a une mise en route également. Si on enlève le départ qui est catastrophique, où il doit perdre 7-8 positions sur la phase de départ, on a une mise en route qui est compliquée. C'est-à-dire que sur ces 7-8 premiers tours de course, il n'a pas un grand rythme. Et c'est dommage parce que sur la fin de course, il finit vraiment très fort. Quand on voit sa remontée sur Fabio Quartararo, mais même sur ces 7-8 derniers tours de course, il est vraiment très fort. La mise en action a été compliquée pour Johann Zarco, donc il aura des regrets. Après ce Grand Prix, il a des regrets même, on peut le dire. Parce que il passe pas loin d'un top 5 quand même. Johann. Il n'est pas loin de finir devant les Suzuki, mais son début de course est vraiment trop mauvais pour être performant sur le reste du week-end. Il profite aussi quand même des abandons de certains pilotes Ducati devant lui. Mais les réglages courses sont bons, il l'a dit, on change quelques réglages avec cette moto et tout de suite je ne suis plus le même homme. C'était en interview samedi du côté de chez Canal+.
Donc voilà, je pense que c'est le châssis 2022 qui, je rappelle, n'est pas utilisé par Ducati, est peut-être plus fin au niveau de la mise en point, un peu plus sensible. Après, on verra. Prochaine course du côté de l'Indonésie, c'est pas un circuit qu'on connaît. Il y a également le Grand Prix d'Argentine où on va retourner quand même en Argentine, aux États-Unis. On n'y est pas allé depuis 2 ans, donc voilà, on va avoir peu de données sur ces grands prix-là. Ça va être intéressant de savoir comment tout va se passer. Au niveau des motos, ça va être intéressant de voir comment les machines vont se comporter en Indonésie dans 15 jours. Mais c'est vrai que pour Johan, on a l'impression quand même que chez Pramac, dès qu'on change un petit truc au niveau du châssis, paf, c'est plus la même moto, donc ça a l'air d'être un peu compliqué à utiliser. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que Johan Zarco parfois soit désabusé par sa machine. Je continue avec Fabio Quartararo. Comment gagner un Grand Prix quand on rend 16 km/h à ses adversaires sur un circuit comme Losail? C'est impossible. On a compris très vite, dès les essais, je dirais même de pré-saison, que ce Grand Prix allait être compliqué parce que le moteur n'a pas suffisamment évolué chez Yamaha, parce que les adversaires ont progressé au niveau des châssis. Je pense à Honda, je pense à Aprilia, je pense à KTM, que Suzuki a progressé au niveau du moteur. Ça va être compliqué quand même pour Yam sur certains Grands Prix, parce que quand on voit le défi, je pense au Grand Prix des États-Unis, quand vous voyez le déficit là, de vitesse dans la ligne droite aux États-Unis, ça va être compliqué aussi. Au Mugello, ça va être dur. Au Grand Prix du Mans, ça va pas être facile non plus. À Silverstone, pas simple avec les lignes droites. Je parle même pas de l'Autriche, où là ça va être très compliqué. Oui, c'est incompréhensible que Yamaha n'arrive pas à faire évoluer ce moteur. Alors, c'est surtout que c'est le même problème récurrent depuis 5-6 ans. C'est-à-dire, c'est pas un problème qui date de l'année dernière, le souci moteur chez Yamaha. Le déficit en termes de puissance moteur, il est récurrent depuis plus de 5 ans. J'irais presque 10. 10 ans que le moteur Yamaha, il est en souffrance par rapport au V4. Et ça fait depuis 5 ans qu'il est en souffrance même par rapport au moteur Suzuki, qui est sur la même architecture. Je rappelle, ce sont tous les deux les 4 en ligne. Et comme au niveau châssis, l'année dernière, Fabio avait un châssis qui lui correspondait très bien. Là, c'est peut-être une chouille moins le cas. Mais de toute manière, chez Yamaha, il n'y a que lui qui arrive à se servir de la moto quasiment, un peu Morbidelli. Et encore, il y avait quand même un petit retrait de performance à un moment pour Morbidelli par rapport à Quartararo sur tout le week-end de course. Oui, ça va être compliqué, quoi. Là, on voit bien qu'il ne peut pas se défendre en ligne droite. Donc, il va falloir que le châssis soit très très bon sur la partie cycle. Parce qu'en ligne droite, sinon, ça va être impossible. Mais ce qui est incroyable chez Yamaha, c'est que tu te dis, soit c'est la base moteur qui ne peut plus être évoluée, c'est-à-dire que la base moteur, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec leur moteur, mais dans ce cas-là, tu changes totalement ton moteur, voilà, tu passes sur un moteur totalement inédit. Soit c'est parce que dès qu'ils augmentent de puissance ces derniers temps, on le voyait assez bien, ils ne s'en sortent plus au niveau fiabilité, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à trouver la fiabilité au niveau du moteur. Ou soit c'est parce qu'ils ne peuvent pas changer de bloc moteur, parce qu'ils ne savent pas faire chez Yamaha, qu'ils n'ont pas les compétences pour. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de manufacturiers moteurs qui sont aussi bons dans les sports automobiles que dans les sports moto. Je pense qu'il y a pas mal de préparateurs qui seraient en capacité de travailler sur le moteur Yamaha si on leur en donnait l'occasion. Donc voilà, ça me semble quand même assez incroyable que du côté de chez Yamaha, on sait très bien que c'est ce qu'avait demandé Fabio quand même, pendant l'intersaison. Même avant l'intersaison, il avait dit il faut qu'on bosse sur le moteur, sinon on se fera niquer cette année. Et les évolutions moteur ne marchent pas. Donc c'est quand même très inquiétant pour la suite de la saison pour Fabio. Il va falloir vraiment que le châssis soit performant, sinon la saison va être extrêmement longue. Et puis rapidement, on passe du côté de Tech 3, l'équipe française, avec Raoul Fernandez et Rémi Garner. J'ai trouvé que Rémi Garner s'en est un peu mieux sorti que Raoul Fernandez sur ce week-end de course. Après, on sait, ce sont des pilotes débutants dans l'équipe, donc forcément la saison, le début de saison va être compliqué, le temps que ces deux pilotes
apprennent à s'habituer à la MotoGP, parce qu'une MotoGP, c'est pas du tout comme une Moto2. Il y a un câble de 400 cm3, je rappelle, donc un petit peu de puissance, et puis au niveau de l'électronique aussi. Mais Rémi Gardner s'en est mieux sorti, je trouve, sur ce week-end de course que Raúl Fernandez. Il a également plus d'expérience en Moto2 que Raúl Fernandez, ce qui l'a peut-être aidé à Rémi Gardner au niveau de la gestion de la puissance. Et puis je rappelle également champion Moto2 en titre, hein, Rémi Gardner, c'est pas le cas de Raúl Fernandez, mais voilà, Rémi Gardner qui s'en est mieux sorti que Raúl Fernandez. Même si ce n'est quand même que la 15e place. Mais il était juste... il était devant Darren Binder et quand même un moment en course devant Dovizioso. Donc ça, c'est toujours plus que satisfaisant. Mais il va falloir faire mieux sur le prochain week-end de course. Mais voilà, il y aura du travail encore à effectuer pour les deux pilotes de l'équipe Tech 3. On passe tout de suite au pilote au top. Premier pilote au top, Enea Bastianini. Du côté d'Enea Bastianini, bien entendu, week-end parfait avec la gagne. Je me suis dit samedi soir après les qualifications, je vous le dis, je fais pas de vidéo après les qualifications qui durent 10 minutes, contrairement à d'autres sites sur YouTube. Je vais me faire que des amis avec ceux qui font la moto. Non mais ça m'énerve parce qu'il y a des mecs qui font des vidéos ultra courtes. Alors il y a des mecs qui font, je trouve, très bien le travail sur la MotoGP sur YouTube, mais il y en a des, ça m'énerve. Et le problème, c'est que c'est pas forcément ceux qui font le meilleur taf qui font le plus de vues. En 7 minutes, on peut pas analyser des qualifications, on peut pas analyser un week-end de course. Je suis désolé, je sais pas comment ils font ces mecs-là, à part à cutter toutes les 10 secondes et puis à dire en fait au final que très peu d'informations. Mais du côté de Bastianini, moi je me suis dit dès samedi soir, waouh, Bastianini il est dans le top 10, il s'est qualifié parfaitement. Faites gaffe les mecs, vu comment c'est un pilote performant le dimanche, vu comment il est capable de faire des remontées, s'il est déjà bien qualifié, ça va être du solide. Et je me suis dit pareil de Brad Binder. Comme quoi les deux sont quand même sur le podium, donc je suis pas si mauvais que ça. C'est vraiment ce que je me suis dit, parce que je me suis dit, putain, les deux, ils sont bons. Faut savoir, j'ai regardé les qualifications à 21h. Samedi soir, je les ai regardées après tout ce que j'ai fait du côté du cyclisme, après les Strade Bianche. Et là, je me suis dit, aïe, 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 ça va être quand même showtime pour Bastianini. Parce que s'il démarre bien, et tout de suite, il est dans le top 5 de la course, très vite. Il n'a pas quitté le top 5 de tout le Grand Prix. Et puis, on sent que c'est quand même fou. Bastianini, c'est quand même pas un vieux pilote. Mais surtout en MotoGP, mais même au niveau expérience. Mais il a roulé comme un taulier pendant ce Grand Prix. Il a été hyper méthodique, c'est-à-dire en début de course. Je prends mon rythme derrière Marquez, voilà. Je fais pas le foufou. Je prends mon rythme, je dirais pas paisiblement, mais tranquillement. Et puis... au fur et à mesure de la course, j'augmente le rythme. Et là, quand je vois qu'il est deuxième à 5 tours de la fin, je me dis, face à Espargaro, c'est bon, c'est mort. Espargaro ne gagnera pas le Grand Prix parce que Coco, ses gestions de fin de course sont toujours monumentales. Donc voilà, Paul Espargaro, c'est mort pour lui. Et voilà, Paul Espargaro qui a tenté de s'isoler avec un pneu soft. C'est vrai que Bastianini, il avait un médium, et on sent que la Ducati 2021, autant chez Ducati, on est complètement perdu dans l'équipe officielle, autant sur la Ducati 2021, elle est toujours performante. Et puis on voit que chez Fausto Gresini, l'inquiétude qu'on aurait pu avoir, c'est que chez Fausto Gresini, il y a un manque de moyens, mais je pense qu'ils ont bien préparé leur coup pour revenir de manière indépendante en MotoGP. Ils avaient bien préparé leur coup les années précédentes. Et Bastianini, c'était le grand c'était le pilote qu'il fallait recruter. Je trouve ça incroyable, même que chez Sky, on n'est pas tenté de le conserver. Parce que quand on voit la saison qu'il fait l'année dernière face à Marini, bon voilà quoi, il fallait le garder. Gresini, il n'a pas fait d'erreur. Et puis c'est un beau vainqueur, bien entendu, avec la mort de Fausto Gresini l'année dernière. Et puis le retour en team indépendant. Voilà, ça va leur permettre aussi peut-être de trouver d'autres sponsors. Et puis ça fait toujours du bien de voir le petit poussé battre les ogres. Et Gresini, c'est quand même pas une grosse entité. Je dirais, ça a toujours été une équipe qui faisait, je dirais, avec quand même les moyens du bord. C'est pas un gros team en MotoGP. Donc voilà, ça fait du bien. Et puis Bastianini,
ça confirme tout le talent que j'ai vu en lui, que beaucoup ont vu en lui, bien entendu. Mais moi, quand il arrivait en MotoGP, voilà, je me disais, bon, c'est un pilote de Moto 2, il va y avoir un temps d'adaptation, et puis il s'est adapté hyper vite, en fait. Bastianini, et puis on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et puis je rappelle qu'il est quand même juste derrière Martin au niveau du titre de meilleur débutant. Voilà, certes, il a peut-être pas fait de si bonnes qualifications que Martin. Mais derrière, en course, il a fait des courses sensationnelles. Donc, vraiment, bon week-end pour Bastianini. Je continue du côté des pilotes au top avec Pol Espargaro. Très bon week-end pour Pol Espargaro. On voit que chez Honda, ils ont totalement retravaillé leur moto. Ils ont totalement également repensé leur manière de faire depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'avais dit un nombre de fois quand même dès 2019, même avant 2020, il va falloir vraiment que Honda arrête de se contenter d'avoir un seul pilote au top. On voyait les résultats de Crushtos se dégrader, on voyait les résultats de tous les pilotes indépendants être en difficulté. 2020, est un peu surprenant parce que Nakagami s'en sort, mais Alex Marquez ne s'en sort absolument pas avec cette machine, et même Bradle a des difficultés. L'année dernière, pareil, Nakagami, Marquez, c'est une catastrophe. Pol Espargaro ne s'en sort absolument pas. Marquez, sur les circuits qui lui correspondent, il s'en sort bien. Sur la fin de saison, il s'en sort bien. Mais on comprenait bien qu'il fallait changer de stratégie, penser plus en équipe et pas seulement à Marc Marquez, à être omnubilé par Marc Marquez. Et là, la course qu'ils ont réalisée ce week-end, c'est excellent. Et puis Pol Espargaro, il est fantastique sur ce week-end de course. Il a fait vraiment le bon travail, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour être performant, pour être au top niveau. Donc voilà, chapeau monsieur Pol Espargaro, c'est pour ça que je l'ai mis en top. Et puis je termine dernier top avec Suzuki. Je trouve que beaucoup de gens étaient très critiques avec Suzuki sur ce week-end de course, en disant on les voyait plus performants, je pense notamment à Randy de Pugnier, mais à d'autres suiveurs sur d'autres sites internet qui ont dit oh là là, Suzuki, on les attendait beaucoup mieux, c'est vraiment pas l'idéal, c'est un début de saison un peu timide en finale pour Suzuki. Enfin, les mecs, ils ont un 4 en ligne quand même. Vu le gain de performance qu'ils ont, c'est bien, moi je trouve, du côté de Suzuki. Je rappelle que l'année dernière, ils ont eu énormément de problèmes en plus, Suzuki, notamment avec l'électronique. Très clairement, moi je suis pas déçu par la première course de Suzuki. Et surtout, ce que je suis satisfait, c'est de retrouver 2 pilotes chez Suzuki. Il n'y a pas que Johan Mir, il y a Alex Rins. Parce qu'Alex Rins, on l'avait un petit peu perdu de vue l'année dernière. Hein. J'étais assez critique avec Alex Rins. Et ben là, 6 et 7. Alors certes, certains vont dire, ils sont derrière les Honda, ils sont derrière l'Aprilia. Oui, mais ils ont un 4 en ligne. Ils sont devant Ducati, voilà, et puis ils marquent des points au championnat constructeur. Ça compte aussi, le championnat constructeur. Donc c'est un bon week-end pour moi du côté de chez Suzuki, parce qu'on a retrouvé de la performance, on a retrouvé de la vitesse de pointe également du côté de chez Suzuki. Ça c'est important, hein. L'année dernière, ils étaient un peu en retrait de ce côté-là. Et puis voilà, au niveau performance pure, je trouve qu'ils sont moi ils l'ont dit, hein, ils ont eu des petits soucis de grippe pendant la course avec les pneus. Donc moi je trouve vraiment que la moto a plutôt bien marché. Alors j'espère, là c'est difficile à dire à Losail, mais on verra sur d'autres courses qu'ils ont réglé quand même les soucis d'électronique qu'ils avaient l'année dernière. Mais je trouve que 6 et 7 pour un premier Grand Prix cette année, c'est plutôt pas mal. Alors certes, Honda fait mieux avec 3 et 5, mais bon, au niveau constructeur et au niveau équipe, c'est plutôt un bon résultat du côté de Suzuki. Donc j'ai pas trop compris, moi, ces critiques énormes du côté de chez Suzuki. Je trouve que voilà, Alex Rins fait un bon Grand Prix, donc c'est plutôt intéressant. Je termine avec les bonnets d'âne, les flops. On commence avec Marini, Luca Marini. Pourquoi il est dans les flops ce week-end, Luca Marini? Parce que Bezzecchi a été plus performant que lui. Ce qui est inquiétant, c'est que Bezzecchi, c'est un total débutant. Donc c'est vrai que quand vous êtes un pilote accompli, qui a déjà quand même une année d'expérience en MotoGP,
qui a eu quand même une première année très compliquée en MotoGP Marini. Surtout en course, il l'avait dit, hein, gros problème de préparation physique pour Marini qui avait sous-estimé un petit peu la difficulté et la violence de ses MotoGP. Quand tu te fais autant malmener par un Bezzecchi pendant tout le week-end, où Bezzecchi est quand même plusieurs fois devant toi, en course notamment, mais pas seulement, c'est un petit peu inquiétant. Et puis je pense notamment sur la qualif, il lui colle 3 dixièmes quand même Bezzecchi, hein, donc c'est un petit écart. Marini, il n'a pas été super ce week-end, et ça c'est quand même difficile à comprendre. Et puis au bout d'un moment quand même chez Sky, c'est bien que ça soit le fils, le frère du patron, le fils du patron, le demi-frère du patron, mais au bout d'un moment, ça va pas suffire. C'est-à-dire, on va quand même attendre des résultats de Luca Marini. Et pour l'instant, les résultats, ils sont pas là. On pourrait dire la même chose à Alex Marquez. Mais Luca Marini, là en plus, il a un équipier débutant. Donc si Bezzecchi est bien meilleur que Marini, inquiétude quand même chez Ducati et chez Sky VR46. Donc là, Marini, il va falloir quand même qu'il montre et qu'il prouve ce qu'il sait faire, parce que sinon, on va commencer à être quand même très inquiet. Je continue avec Ducati. Ducati, double abandon ce week-end. Des performances en net retrait en qualification également. Un week-end difficile. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez incroyable du côté de chez Ducati, j'en perds ma voix, c'est qu'on est complètement... les pilotes sont très énervés. Alors surtout Bagnaia, qui a dit qu'ils, grosso modo, ils étaient complètement à côté de la plaque, que là, je pouvais enfin avoir une moto qui était similaire entre 2 séances d'essai, qu'on est parti dans tous les sens pendant la période de pré-saison, qu'au final, on a mal travaillé, qu'on a mal bossé, et qu'on va avoir un début de saison compliqué. La manière dont Bagnaia s'est exprimé, c'est inquiétant quand même. Alors d'un côté, pour Bagnaia, parce que ça montre que c'est un pilote qui s'énerve assez vite, et pour moi, un pilote comme ça, qui a autant de tempérament, si c'est pas cadenassé, c'est compliqué pour être champion du monde. Mais deuxièmement, ça montre que du côté de chez Ducati, on ne sait pas vraiment où on va. Déjà en termes de stratégie, quand tu vois que c'est Pramac qui a la moto la plus évoluée et pas l'équipe officielle, ça c'est la première fois que je vois ça. Quand tu vois que Bastianini avec la moto 2021 fait un super Grand Prix, alors que toi avec la moto 2022, ou même les machines hybrides, à part Zarco, les 3 autres ont une course catastrophique, parce que avant le double abandon, que ça soit Martin ou que ça soit Bagnaia, on n'était pas performant à ce moment-là de la course. Donc Ducati est complètement perdu, alors que l'année dernière, leur fin de saison est fantastique. Et on voit bien qu'ils ont la meilleure machine du plateau l'année dernière. Sur la deuxième partie de saison, c'est eux qui ont la meilleure moto. Comment on peut passer d'une machine parfaite à un début de pré-saison, parce qu'on se souvient quand même des tests en fin 2021, où Bagnaia était dithyrambique, on voyait les motos hyper performantes, à une telle catastrophe, je dirais, en ce début de saison. C'est quand même assez surprenant. J'ai du mal à l'expliquer, même si c'est la première fois presque qu'on voit une machine marcher sur les essais de décembre et ne plus marcher sur le premier Grand Prix de la saison. C'est quand même extraordinaire. Et puis on sent qu'il y a des atermoiements de partout. Et puis les propos de Bagnaia, l'interview, c'est salé. Hein. Autant Quartararo a été très calme ce week-end, autant Bagnaia, c'est Mr. T, quoi, Coco. Hein. Il a été... l'interview, elle est d'une violence. C'est... Enfin, voilà, quoi. On est que sur le premier Grand Prix de la saison. C'est-à-dire, techniquement, il n'y a pas péril dans la demeure encore du côté de chez Ducati. Mais on a l'impression que il faut déjà tout changer, tout remodifier, tout transformer. Oh, c'est pour ça que je le mets aussi en flop. Parce que j'ai l'impression que chez Ducati, on panique complètement. On est en train de partir dans tous les sens.
Et ça, c'est jamais bon quand on est plus méthodique, quand les émotions passent avant la raison. Comme dit Arthur, la raison ou la passion, comme dans les boîtes. Mais voilà, je trouve ça assez extraordinaire chez Ducati. Il n'y a pas péril encore dans la demeure. Bon, certes, c'est pas un bon début au niveau constructeur. Mais en face, Quartararo marque pas beaucoup de points. Chez Suzuki, on est 6e et 7e. Est-ce que Paul Espargaro arrivera à être performant toute la saison? Je ne sais pas. Pareil du côté de chez KTM. La saison, moi, me semble-t-il, va être très serrée. Donc, c'est-à-dire que faire un faux pas, si on arrive à enchaîner les victoires derrière, n'est peut-être pas un problème, parce que je pense qu'on va se partager un petit peu les victoires. Mais il ne faut pas paniquer. Là, on est en panique totale. Et puis, je termine avec Maverick Viñales. Je pars pas de Jorge Martin, bien entendu, c'est pas un bon Grand Prix de partir en pole position et d'abandonner. Hein. Mais de toute manière, je pense qu'il n'aurait pas fait mieux que 12 ou 13. Mais je l'ai mis dans mon bilan Ducati. Hein. Ça englobe les autres pilotes Ducati qui ont vécu un week-end difficile. Et puis je termine donc avec Maverick Viñales du côté de chez Aprilia, largué par rapport à Alex Espargaro. On aurait pu s'attendre avec une machine plus performante, plus évoluée, et surtout auquel il a pu s'habituer pendant l'intersaison, que Maverick Viñales serait proche de Alex Espargaro. Mais Viñales, il est, je dirais pas nulle part, mais presque. L'écart de performance est énorme. On est de l'ordre d'une seconde quand même au tour, en écart de performance entre Viñales et Alex Espargaro. On est quand même dans un niveau de manque de performance qui est assez énorme du côté de Viñales. Or, il a participé au développement de cette moto. Donc c'est assez incompréhensible qu'il soit aussi loin au niveau de la performance. C'est pas normal qu'un pilote qui a participé comme ça... Autant cet écart de performance pouvait s'expliquer l'année dernière en disant il arrive en cours de saison, c'est une année qui a été encore difficile, en plus avec la mort de son cousin, dans l'équipe de son père. Donc voilà, il y avait un contexte qui était compliqué pour Viñales. Tout n'a pas été rose quand même l'année dernière pour Viñales. Mais moi, je m'attendais sur ce circuit à avoir un Viñales nouveau, surtout que c'est quand même un pilote qui a gagné avec Yamaha l'année dernière sur cette piste. Et j'ai vu un Viñales en retrait qui n'a pas l'air d'être hyper à l'aise sur la machine. Donc je suis assez inquiet pour Maverick Viñales. Et oui, si ça ne marche pas chez Aprilia, je pense... Aprilia lui a quand même fait une fleur, hein, vu ce qu'il a fait l'année dernière avec Yamaha. Donc, faut pas le négliger quand même. Je ne suis pas sûr qu'une autre équipe et un autre constructeur ira chercher Viñales si ça ne performe pas chez Aprilia. Donc, il ne va pas falloir qu'il se rate non plus trop souvent, lui, Viñales. Hein, contrairement à Ducati, lui, il y a déjà un petit peu de stress et de pression sur ses épaules. Parce que voilà, ce premier week-end a quand même été mauvais pour Viñales. Il marque des points, certes, mais il est quand même nulle part. On va pas faire de points sur les classements, parce que bon, ça a peu d'intérêt après juste une seule course de championnat. On le fera dès le prochain Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve donc pour faire le débrief du Grand Prix d'Indonésie. Ça sera le 20 mars. Peut-être qu'il y aura un débrief Moto 2, Moto 3. Mais c'est si j'ai vraiment le temps de regarder les courses et assez rapidement, ce qui me semble un petit peu compliqué. Donc ça, Grand Prix d'Indonésie, c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est l'Amérique Production. Ciao, ciao!